différents détails techniques étant réglés, je vous propose qu'on reprenne et qu'on entame la suite du colloque avec le deuxième panel. Très bien, donc c'est à moi qui revient l'honneur de présenter le panel colportage. Alors le chemin de traverse, à l'époque romantique, s'emprunte soit que l'on souhaite gagner du temps en coupant à travers le paysage, soit que l'on souhaite s'y perdre, afin d'admirer les charmes d'une campagne dérobée. Mais dans les textes de loi apparaît, autour du chemin de traverse, un autre enjeu, car c'est aussi le sentier des colporteurs, de ceux qui court-circuitent les flux marchands qui pratiquent la contrebande. De même, cet après-midi, nous vous proposons de suivre quelques exemples de colportages malicieux qui, en fiction, sont légion, et nourrissent, par des voies secrètes et détournées, le processus créatif. C'est ainsi une forgerie linguistique qui tend tout en même temps de l'archaïsme et du néologisme, qui se trouve consacrée par des réemplois inattendus et infiltre la langue anglaise. C'est encore, à travers la figure de Batman, la résurgence de motifs visuels, narratifs, de formes littéraires également, qui viennent ramper comme un rempart souterrain pour tisser la substance d'un nouveau mythe contemporain. On pourra encore citer l'exemple des contes traditionnels, détournés, qui ressurgissent, mutant, dans les recoins les plus inattendus de la modernité numérique, ou de la nuit rutilante des vieux mythes, qui triomphent superbement dans le cinéma hollywoodien. Chaque fois, on aperçoit une transmission pirate, altérée, déviante, loin de tout lignage, de toute chaîne généalogique. L'imagination, à travers la littérature, le comics, le cinéma, s'infiltre dans les failles subterrestres et réutilise, en sous-main ou avec l'intention savoureuse et délibérée de détourner ses sources, des éléments laissés pour compte. Car le colportage des formes de la fiction, et c'est ce qui fait tout son attrait, a ceci de constant qu'il est imprévisible. On ne sait jamais ce qu'il va prendre, on ne peut savoir où il l'amène. Alors sans plus tarder, nous introduisons Vivien Bessières, qui va nous entretenir des colportages contemporains des grands mythes gréco-romains, auxquels il a par ailleurs consacré sa thèse de doctorat, soutenue en 2011 et dirigée par Jacques Dürrenmatt, dont vous pourrez trouver une version publiée et remaniée au Classique Garnier, sous le titre « Le péplum et après, l'Antiquité gréco-romaine dans les récits contemporains ». Agrégé de lettres classiques et maître de conférences en langue française à l'université de Limoges, il s'intéresse aujourd'hui à la manière dont la fiction peut être appréhendée et reçue autrement qu'à travers le processus d'interprétation, réception affective, pratiques imitatives, comportement du corps ou même réaction passionnelle. Il a par ailleurs récemment participé au séminaire Mauvais goût, mauvais genre, s'intéressant alors au style des manuels d'écriture, dont vous pourrez retrouver la captation sur la chaîne YouTube du séminaire correspondant. Et je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour, ça marche? Oui, ça va. Alors je change le... Voilà. Câble vidéo. Je regarde si ça marche et je me lance. Tac. Ça va sûrement pas marcher puisque ça commence à... Si, c'est bon. Ok. Donc je voulais vous parler de péplum et fantaisie. Le rapprochement, hein, bien sûr, ne va pas de soi à la base, parce que le péplum, ça marche pas? Ah, ça sonne, alors je mets plus bas, je sais pas. Vous en pensez quoi? D'accord? Comme ça, c'est bien? Je parle plus bas moi-même, non? C'est bon? Ok. Allez, on y va. Donc le péplum, hein, qui à la base est on va dire, pour faire vite, hein, un film, un grand spectacle sur l'Antiquité. Or, une majorité de ces péplums, surtout les péplums hollywoodiens, en fait, n'ont à peu près rien à voir avec la fantaisie. En gros, hein, ils relèvent d'une représentation réaliste, sans éléments de surnaturel. Il existe aussi des péplums, surtout des péplums italiens, qui représentent des mythes. On peut dire avec Hervé Dumont que la mythologie grecque est le parent pauvre de la Rome historique pour le péplum. Il n'en reste pas moins a priori impossible de parler donc de péplum de fantaisie ou de fantaisie péplum pour une telle production. Les Américains, pour désigner ce parent pauvre italien, ont inventé le terme de sword and sandal, épée et sandales. Il s'agissait d'opposer une version réaliste à une version plus aventureuse et même plus fantaisiste, et là un peu dans tous les sens du terme, fantaisiste relevant de la fantaisie, et fantaisiste parce que débordante de vitalité et puis aussi parfois de n'importe quoi. L'expression sword and sandal ne s'apparente pas pour rien bien sûr à celle de sword and sorcery, ce sous-genre de la fantaisie qui va s'illustrer plus tard au cinéma en 1981 avec Conan le Barbare. Conan le Barbare qui est clairement une sorte de renouvellement du péplum mais en milieu fantaisiste
Donc de Sword and Sandal à Sword and Sorcery, il n'y a qu'un pas, et nous allons essayer de le franchir en nous demandant s'il existe quelque chose de tel que le Sandal and Sorcery, on pourrait dire. Donc si l'on identifie mythologie et fantasy, la réponse va bien sûr de soi. Donc tout péplum mythologique serait a priori donc un péplum aussi de fantasy. Mais vous le savez sûrement pour ceux qui travaillent sur la fantasy, les choses sont plus compliquées que cela. Alors d'une part, dans beaucoup de péplums mythologiques, il n'y a aucun élément de surnaturel, pas de dieu ni rien de tout ça. Notamment dans la plupart des péplums hollywoodiens qui reprennent des mythes. Notamment si on prend le cycle troyen, si on pense à Helen of Troy de Robert Wise, ou si on pense à Troy de Wolfgang Petersen, on ne trouve aucun dieu. On pourrait dire pareil si on pense à la bande dessinée Age of Bronze, qui est de type péplum, et qui de même retravaille le cycle troyen, mais sans les dieux. Alors l'autre problème, c'est bien sûr que quand merveilleux il y a, la question se pose de savoir si ce merveilleux peut être à la fois mythologique et fantaisiste. La fantaisie n'est pas la mythologie. La plupart des spécialistes sont d'accord sur cette distinction. La mythologie, pour faire vite, encore une fois, elle est vieille comme l'humanité. Ça représente toutes ces histoires merveilleuses qui ne sont pas, en tout cas à l'époque de leur production, considérées comme passées, dépassées, fictives, fictionnelles. On y croit plus ou moins, même si bon, le problème de la croyance, il est compliqué. C'est même justement quand ces histoires surnaturelles, là, sont considérées comme dépassées, que la fantaisie apparaît, finalement, au XIXe siècle. Comme le dit, donc je parlais de Tristan Garcia ce matin, je cite, « C'est à partir du moment où l'on ne croit plus à la magie, où la magie apparaît comme impossible en réalité, que la fantaisie apparaît. La représentation de cette possibilité perdue de l'humanité de croire à une réalisation des choses, une matérialisation des choses, qui n'en passerait pas par leur production. » Clairement, à partir du XIXe siècle, on se rend compte que pour créer, il faut produire, on produit quelque chose. Et donc tout ce qui est magique, c'est-à-dire tout ce qui est réalisation d'une chose sans en passer par une production matérielle, on se met à plus du tout y croire. Et c'est justement à ce moment-là que la magie apparaît dans la production fictionnelle et que la fantaisie apparaît. Les choses se compliquent encore si on réfléchit au fait que, de la même manière que les mythes grecs sont le parent pauvre de l'histoire romaine pour le péplum, la matière antique est clairement le parent pauvre de la matière médiévale pour la fantaisie. Comme le dit Anne Besson, je cite, « Les mythologies du nord de l'Europe dominent la production de fantaisie comme sa perception auprès du public. Le panthéon gréco-romain, pourtant le plus notable de nos substrats culturels, et peut-être pour cette raison même, semble plus délaissé. Même quand l'espace-temps est censé être antique, si on pense à l'âge hyperboréen de Conan le Barbare justement, la représentation se révèle toujours pseudo-médiévale. On est beaucoup plus finalement dans une sorte de Moyen-Âge réinventé que d'Antiquité. Le Moyen-Âge, dit encore Anne Besson, offre une époque accueillante pour les héros, les monstres et les merveilles, un contexte pré-technologique et une classification aisée de ces éléments constitutifs. Mais alors justement, si on prend l'idée époque accueillante pour les héros, les monstres et les merveilles, contexte pré-technologique, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas très bien avec l'Antiquité, avec la matière antique. Peut-être parce que, justement, comme le laisse supposer Anne Besson, la matière antique était trop connotée pour la fantaisie, qui naît plus ou moins à la fin du 19e, puis surtout au 20e. Anne Berthelot dit aussi que la matière antique évoque plutôt, dans l'imaginaire commun, la raison grecque ou l'histoire romaine, mais pas une sorte d'irrationnel fantaisiste. De plus, sa mythologie est très structurée. Elle laisse peu de place à la fantaisie d'imagination débridée. On a déjà beaucoup d'histoires autour des dieux grecs, donc c'est dur d'en placer d'autres. Pour Isabelle Perrier, également, l'inspiration antique est plus volontiers maritime, finalement, ouverte vers le futur, la science et donc la science-fiction. Alors là, on pense par exemple à tous les voyages interstellaires qui prennent en fait le schéma narratif des Odyssées. Et même 2001, ça s'appelle pas pour rien, 2001, l'Odyssée de l'espace. On pense aussi bien sûr à tous les motifs de péplum qu'on retrouve dans Star Wars, le Sénat, ou encore les combats de gladiateurs dans Hunger Games. En revanche, la fantaisie est plus volontiers terrestre, tournée vers le passé, les croyances des passés, la magie. Pour aller plus loin, on peut aussi réfléchir à la conférence de Tolkien sur Beowulf en 1936, qui révèle une autre particularité. Le projet romanesque de Tolkien consistait en partie, finalement, à redonner à l'Angleterre sa mythologie perdue. Une mythologie qui a été perdue, qui a été oubliée, justement au profit
de la mythologie antique et des lettres classiques, hein, qui dominaient, comme partout en Europe ou aux États-Unis, qui dominaient trop, en tout cas pour Tolkien, l'enseignement. Dans sa conférence, Tolkien défend par exemple Beowulf contre les épopées antiques d'Homère et de Virgile. Alors, ceux d'avant, les chercheurs d'avant disaient toujours ah non, quand même, Virgile, Homère, c'est quand même beaucoup mieux hein, que Beowulf. Pour Tolkien, non, c'est pas vrai. C'est pas parce que, effectivement, les épopées antiques mettent l'homme au centre et les monstres à la périphérie que c'est pour autant mieux. Et donc, Beowulf, en faisant le contraire, hein, en mettant les monstres au centre et en faisant de vraies puissances des ténèbres, hein, l'engeance de Caïn, des ennemis des hommes et des dieux à la fois, le mal à l'état pur, crée finalement deux nouveaux monstres pour un nouveau temps. Hein, un nouveau temps où il est beaucoup plus difficile de se débarrasser du mal que dans la mythologie antique. On peut, en pensant à Tolkien justement, on peut dire que le problème est un peu similaire avec celui du roman historique. Hein, quand Walter Scott choisit le Moyen-Âge, lui aussi, c'est parce que aussi la matière antique est culturellement connotée. Hein, et que les zones d'ombre, les zones d'obscurité, les zones romantiques du Moyen-Âge sont bien sûr beaucoup plus propices. Alors, le roman historique, une fois sa constitution, une fois son élaboration terminée, va piocher lui aussi hein, dans le péplum, dans la matière antique. Et surtout, il va donner naissance, hein, grâce aux romans historiques antiques comme Quo Vadis, au péplum cinématographique. Et donc à une fiction historique qui fait de l'Antiquité justement le cœur de son contenu. Qu'en est-il alors de la fantaisie ? Elle aussi, après l'âge d'or, on va dire, de la matière médiévale, pioche de plus en plus dans la matière antique, que ce soit au cinéma, avec le péplum au sens strict, ou même que ce soit dans d'autres arts, hein, romans, séries, bandes dessinées, qui renouvellent de diverses manières le péplum de fantaisie. En fait, on trouve beaucoup de péplum dans la fantaisie, et beaucoup de fantaisie dans le péplum, mais seulement à condition d'aller voir dans les marges de chacun d'eux. Alors, marge temporelle, ça va être dans les films muets, ou alors dans les néo-péplums à partir des années 80. Ça va être dans les marges spatiales, hein, plutôt aux États-Unis, plutôt en Italie, pardon, qu'aux États-Unis, ou encore dans les marges médiatiques, plutôt dans le roman, la série, la bande dessinée, qu'au cinéma. On sait maintenant hein, pourquoi la matière antique n'est pas la matière privilégiée de la fantaisie. Alors on va se demander maintenant pourquoi elle est quand même investie, hein, pourquoi elle est quand même utilisée, et pourquoi le péplum utilise aussi de la fantaisie. Est-ce qu'elle permet, cette matière, quelque chose que la matière médiévale ne permettrait pas ? Est-ce qu'elle n'offre pas l'occasion, justement, en écho aux réflexions de Tolkien, de représenter un surnaturel, mais non pas un surnaturel brut, hein, un surnaturel en voie de domestication, en voie d'humanisation, de dédiabolisation, de démonstruosisation. Ça, je viens d'inventer, j'aurais pas dû. Alors, je passe à une seconde partie plus analytique, où il me semble que le péplum semble en fait procéder de trois façons différentes avec le merveilleux de la fantaisie. Alors on a une première manière, la plus massive, qui consiste à prendre l'Antiquité gréco-romaine comme un espace-temps négatif, une matière en creux, autour de laquelle, avant ou après elle, la fantaisie va avoir lieu. En bref, hein, on va prendre la mythologie antique, mais comme ça ne suffit pas du tout pour la fantaisie, il n'y a pas assez de monstres comme il faut, on y rajoute hein, des monstres pré-antiques, post-antiques, proto-antiques. Hein, on rajoute quelque chose à l'Antiquité, parce que l'Antiquité ne va pas suffire. C'est comme ça que, par exemple, on peut penser à un des premiers néo-péplums, c'est-à-dire un péplum rené après la mort de l'âge d'or du péplum dans les années 60, Clash of the Titans, pardon pour l'accent, de Desmond Davis en 1982, qui raconte le mythe de Persée, mais qui va se sentir obligé de rajouter un kraken. Hein, donc le kraken, c'est une sorte de monstre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, une créature fantastique des légendes scandinaves médiévales. Et donc hein, c'est typique, hein, c'est-à-dire que donc Clash of the Titans, on a des titans, mais finalement ils font pas assez peur, il faut quelque chose. Il faut que les titans inventent un monstre. Et les titans, donc on imagine que les titans ont inventé un kraken. Et là, ça va être ça le grand monstre. Alors justement, hein, vous voyez le kraken derrière moi. Je vous en montre un second, qui est celui du remake de Clash of the Titans de 2010 par Louis Leterrier. Alors dans ces deux néo-péplums, on peut remarquer d'abord qu'elles se trouvent à une marge temporelle hein, de l'âge d'or du péplum, et aussi à une marge spatiale parce qu'elles sont des productions plutôt britanniques. Les effets spéciaux du premier sont signés par Ray Harryhausen, qui est très réputé pour son animation image par image, et qui a des studios à Londres. Donc les deux films hein, racontent le mythe de Persée, et rajoutent ce kraken. Normalement, c'est un monstre marin
doté de multiples tentacules, hein, qui ressemble un peu à un calmar géant. Il fait penser au Cthulhu de Lovecraft, hein, qui allait lui aussi, si on reprend Lovecraft, hein, qui allait lui aussi piocher ses monstres dans le pré-antique ou le post-antique, hein, pour les forces du mal, parce que hein, si on veut des vraies forces du mal bien méchantes, ça ne ira pas avec l'Antiquité. Alors, si les péplums de Davis et de Leterrier préfèrent au calmar géant Lovecraftien une sorte de Godzilla préhistorique, hein, voilà, on voit bien que dans les deux cas, de toute façon, hein, ce dernier n'a rien non plus de très antique. Et il en est de même dans les deux films, avec à un moment il y a des djinns, on a des djinns, à un autre moment on a des scorpions géants, et à un autre moment encore on a un Calibos. Alors Calibos ça sonne grec, le personnage n'existe pas dans l'Antiquité en fait, hein. Et je vous le montre. Alors vous voyez, à spectacle gauche pour vous c'est celui de 81, vous en doutez, et à droite c'est celui de 2010. Et donc ce Calibos, vous voyez qu'il a un lien lointain avec un satyre, mais il n'existe pas dans le mythe. Puis bon, il me semble que surtout pour celui de 1982, on a plus un Johnny Hallyday métamorphosé en diablotin des enfers. Et en tout cas, là, on voit bien que la mythologie gréco-romaine représente ainsi une monstruosité, mais une monstruosité à visage humain. Visage que la fantaisie, elle, dans sa tendance fantastique, horrifique, ressent le besoin de défigurer. Alors le syncrétisme du choc des titans reste maîtrisé, enfin relativement maîtrisé, mais maîtrisé. Ce n'est pas le cas du péplum italien, qui devient très vite hautement fantaisiste dans ses emprunts. Alors la vogue de ce que les anglo-saxons appellent le sword and sandal, dont je parlais, ou encore le muscle opéra, je ne sais pas si on dit comme ça, l'opéra musculeux, hein, en français, commence avec les travaux d'Hercule de Francisci en 1957. Et à partir des travaux d'Hercule, on a toujours à peu près le même scénario que Hervé Dumont résume ainsi. Dans un royaume tyrannisé par un usurpateur à la barbe noire en collier. Il a automatiquement la barbe noire en collier. Je sais pas pourquoi. Un héros bodybuildé, il est toujours voilà, vraiment bien bodybuildé, il annonce les culturistes, notamment Schwarzenegger et Conan le Barbare, etc. Ce héros est convoité par une intrigante, hein, donc là c'est le côté maman et la putain, c'est le côté la putain, l'intrigante qui veut du mal en fait au héros. Mais heureusement, le héros lui préfère à la fin une jeune fille proche du peuple, la maman, hein, vierge et blonde, parce qu'ils vont sûrement faire des enfants après, qui se serre dans les bras une fois le traître exterminé par un tour de force, hein, parce qu'il est très musclé. Alors à partir de ce canevas, hein, et sous l'influence du film d'horreur de la Hammer, on a un glissement du genre très vite vers le fantastique. Et à la fin, le héros, toujours culturiste, tue un monstre qui a souvent en fait peu à voir avec les monstres antiques. Le cadre de la mythologie antique reste idéal, car le monstre n'a rien d'une force du mal toute puissante. Hein, c'est juste un mauvais moment à passer en fait pour le héros, et peu de scènes sont vraiment fantastiques. Alors si on prend par exemple La Vengeance d'Hercule de Kota Favi en 1960, on voit que les Américains vont même trouver que le film manque de monstres, hein, parce que les Américains vont adorer ce péplum musculeux. Et ils vont, pour La Vengeance d'Hercule, en rajouter un à la fin. Hein, ils vont dire que ça va pas, ça manque d'un dragon. Donc ils prennent un dragon, c'était une scène tournée pour Goliath et le dragon. Et en fait, Goliath et le dragon, ça n'a pas marqué. Enfin, ils n'ont pas pu en faire un film. Et donc, tac, on le met dans La Vengeance d'Hercule. Et même, on fait mieux, on appelle le film maintenant Goliath et le dragon. C'est-à-dire qu'ils vont appeler le film Goliath et le dragon. Au lieu de dire Hercule, à chaque fois, ce sera Goliath, etc. Et ça, c'est une première, et ça va devenir un grand classique hein, dans la transmission du péplum musculeux. Généralement, Hercule va devenir Goliath aux États-Unis, ou Massiste, ou Ursus. Enfin, ça va pas arrêter de changer de nom pour le héros, alors que, bien sûr, le film est le même. Alors, je vous montre donc je vous montre d'abord l'affiche. Vous voyez Goliath and the Dragon. Vous voyez que l'affiche montre déjà très bien qu'on n'est pas non plus dans la high fantasy à la Tolkien, hein, plutôt spectacle de fête foraine. Hein. Vous voyez le très fort et puis le dragon un peu mal fait. Et je vous montre donc la célèbre scène du dragon. Enfin célèbre, je ne sais pas si elle est célèbre, mais j'ai vraiment l'impression célèbre. Donc voilà, Hercule Goliath. Donc ça c'est la jeune blonde. Je me rappelle plus ce qui m'est arrivé. Et là on a un dragon, donc vous voyez bien que c'est pas exactement les dragons de l'Antiquité. Un dragon de l'Antiquité en fait c'est un grand serpent. Et vous voyez bien le côté fête foraine, hein, on imagine ça dans un train, vous voyez un train fantôme.
serait Peter Jackson, c'est pas... Et on se doute qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour faire tout le dragon entier, donc ils ont juste la tête. Et bon, Hercule va pas essayer de trouver des choses. Enfin, c'est Hercule, c'est pas celui de l'Odyssée, c'est pas Ulysse, hein, donc il n'utilise pas trop sa métis, son intelligence, c'est plus le tape. Jusqu'à voilà, sous le coup de l'œil. Voilà. Donc c'est vraiment, hein, ça représente bien aussi Hercule, pardon, il n'est pas fait pour être un héros intelligent, ou etc. Et ça va beaucoup plaire, mais bien sûr, sociologiquement, vous en doutez, ça va plaire aussi à une frange du public qui n'est pas la frange intellectuelle, sauf alors à tout intellectuel. Mais voilà, avec un deuxième degré. Hein. Tout ce qui est, voilà, par exemple, les Mac-Mahoniens vont adorer le péplum italien. Les Mac-Mahoniens, c'est les habitués du cinéma Mac-Mahon qui vont inventer même le terme de péplum. Mais sinon, vous voyez pourquoi ils appréciaient ce genre de choses. Alors, bien sûr, Hercule sera vite accompagné, comme je le dis, par Massis, qui lui-même n'existe pas dans l'Antiquité. Hein. C'est un héros inventé par un roman du 19e siècle, un roman historique péplum, et qui est devenu surtout célèbre avec la première grande production péplum italienne, Cabiria, en 1914. Et ce Massis va être réutilisé ensuite dans les années 50, hein, comme une sorte de double de Hercule qui fait à peu près la même chose, sauf que des fois il va pas être que dans l'Antiquité, il va être Massis à la cour du Chèque, Massis en Écosse, contre je sais plus quelle bestiole, et on va, même dans le cadre antique, ils vont avoir à tuer, hein, au petit bonheur, des vampires, des hommes bleus, des fantômes, des hommes taupes, une légion de zombies. Il va y avoir un Roma contre Roma assez illustre aussi, parce qu'en 1964, 5 ans avant Romero, hein, on a une légion de zombies qui attaque Hercule. Donc le péplum prépare ici, hein, la route de ce qu'on appelle le giallo, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est le film d'horreur plus ou moins érotique italien, où s'illustrent des réalisateurs comme Mario Bava, qui est lui-même passé avant par le péplum, hein, qui a fait par exemple Hercule contre les vampires. 15 ans plus tard, Conan le Barbare réinvestit cette vogue, mais d'une manière bien sûr moins naïve et fantaisiste, plus noire et brutale. Hein. On en parlait, on est dans les années Reagan, hein, la loi du plus fort, l'aventurier justicier solitaire, il y a un côté Miller, hein, aussi. C'est Milius qui fait le film, Milius qui plus tard va faire Rome, hein, et donc il y a un côté comme ça, revoir l'Antiquité mais de manière plus brute. Dans tous les cas, dans le soir d'un Sandal, comme dans le soir d'une sorcerie, la portion du merveilleux fantastique reste congrue, et même on peut dire incongrue. C'est cela peut-être que permet l'Antiquité, la représentation d'un monde en voie d'humanisation, de désenchantement, mais avec des sortes de poches de résistance surnaturelle par endroits. Si maintenant je pense à Song of Ice and Fire, hein, de George R. Martin, et à son adaptation sérielle Game of Thrones, pardon, il propose tous deux une même façon de cerner l'Antiquité gréco-latine d'un imaginaire qui la dépasse en amont et en aval. Ainsi, on regarde justement la représentation religieuse dans Game of Thrones ou les romans de Martin. On a 3 religions. On a celle des Old Gods du Nord, qui fait vraiment penser plutôt au polythéisme celtique, et qui est influent de part et d'autre, vous savez, du Grand Mur, qui ressemble vraiment là au limes d'Adrien. Hein, donc c'est voilà, le mur des Romains sur l'île de Grande-Bretagne, voilà. Et ensuite, on a la religion de la Faith, qui est inspirée, celle-ci, clairement du polythéisme romain. Alors, on a une sorte de panthéon de 7 dieux, l'accent qui est mis vraiment sur le rituel, plutôt sur la foi. Et donc, dans cette religion de la Faith, on imagine très peu de surnaturel. Hein. Il n'y a pas de surnaturel, parce que c'est une religion finalement très humaine. Hein. Il y a un côté très humain, même très, c'est la réelle politique. Hein. Et ensuite, on a bien sûr la dernière religion, celle de R'hllor, qui elle est clairement inspirée du monothéisme chrétien. Hein. Si on regarde l'histoire, on a aussi comme une sorte de révision du péplum, type chute de l'Empire romain. Hein. C'est-à-dire c'est le bas empire romain et à quel point voilà, le christianisme de plus en plus devient influent dans le bas empire. Or, ce dernier culte, bien sûr, c'est celui où il y a le plus de surnaturel. Hein. C'est là où il y a la prêtresse qui accomplit des miracles, hein, la mère des dragons. Certains disent qu'elle est l'incarnation du Messie qu'ils attendent. On a une sorte de Great Over, hein, donc c'est vraiment le diable, hein, l'esprit du mal, qui serait responsable des White Walkers, des morts vivants du Nord.
Ainsi, on voit très bien aussi dans cette série comment le surnaturel irrigue la religion à la fois la plus ancienne et la plus récente, mais surtout pas la religion gréco-romaine, hein, qui est avant tout humaine. Alors maintenant, une deuxième façon de procéder avec la matière antique, dans les péplums, ça va être de la médiévaliser. C'est-à-dire, on prend quand même un monstre qui est vraiment antique, mais on l'assombrit, hein, on le médiévalise. On peut médiévaliser tout l'espace-temps, comme dans Conan, ou seulement des figures. Alors là, je pense au très beau Jason et les Argonautes, qui profitent aussi des effets spéciaux de Ray Harryhausen, et qui, par exemple, alors c'est le mythe hein, de Jason, et il représente à un moment des harpies. Mais vous allez voir les harpies, alors normalement, les harpies, dans l'Antiquité, elles ont un corps d'oiseau et une tête de femme. Et là, vous allez voir comment elles sont représentées. Pardon, non, c'est pas les harpies encore. Voilà comment elles sont représentées. Vous voyez, c'est assez beau, c'est à la fois. Enfin, c'est assez poétique, c'est des effets spéciaux, quoi. C'est pas réaliste, mais un côté. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'on n'est pas tellement dans la harpie antique, hein, on est clairement plutôt avec des ailes de chauve-souris, un côté gargouille. Voilà. La méduse, pour prendre un autre exemple, de même, hein, elle ne va pas avoir, comme dans l'Antiquité, des ailes d'or, des défenses de sanglier, un corps de centaure. Dans les péplums sur le mythe de Persée, la plupart du temps, en fait, non seulement elle a des cheveux, enfin des serpents à la place des cheveux, ça on le garde hein, forcément, mais elle a tout le corps qui est comme le corps d'un serpent. Hein, et donc on voit hein, tout ce que ça agite comme connotation. Alors je vous la montre. Hop là. Donc vous voyez, ça c'est dans le Ray Harryhausen, et ça c'est dans le remake. Donc, vous voyez à chaque fois le corps de serpent. Je vous en montre une autre aussi dans un péplum italien. Alors là c'est encore plus saugrenu. Elle ressemble, vous allez voir, à une sorte d'arbre-pieuvre, oui, avec des sortes de racines tentacules, hein, avec voilà, des branchages serpentins qui s'agitent au sommet de sa tête, qui a un seul œil énorme et phosphorescent. Alors là, un seul œil, c'est peut-être le cyclope. En tout cas, vous voyez que c'est assez fantaisiste. Une troisième façon de procéder, ça va être la parodie, bien sûr. Parce que la matière antique, contrairement peut-être à la matière médiévale, hein, s'y prête idéalement. Comme c'est déjà le cas hein, dans la littérature gréco-latine, bien sûr. On sait combien les dieux et les héros représentent toutes les qualités, mais aussi tous les défauts des hommes. Et le cinéma va en profiter, et ceci dès le muet, hein, avec des sortes de scénettes parodiques dans un esprit proche d'Offenbach, et surtout par Méliès ou Feuillade. Alors je vous montre par exemple ce tonnerre de Jupiter par Méliès. Bon, vous allez voir un Jupiter qui demande à Vulcain de lui réparer son éclair qui ne fonctionne plus. Alors voilà Jupiter, enfin la Zeus en fait, hein, et son éclair. Donc on peut dire, je pense, qu'il y a un côté parodique. Il n'est pas montré, représenté de manière héroïque. Et donc là, on a, voilà, vous reconnaissez bien sûr Hermès Mercure, qui court. C'est des pêches. Alors je vous montre juste, ça va aller vite. Le problème, c'est d'un coup qu'on rencontre Jupiter avec son éclair. Voilà, donc Méliès en profite pour faire tous ces... c'est intéressant parce que Méliès, c'est un magicien à la base, mais voilà, fantaisie, magie, péplum. Voilà, ça marche plus. Voilà. Et il fait appel, bien sûr, très mécontent, il fait appel au SAV de Vulcain. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce tonnerre, c'est n'importe quoi. Alors voilà. J'arrête, ça continue comme ça dans le même esprit. Le topos hein, de l'Assemblée des dieux dans le péplum donne forcément souvent lieu à des scènes comiques. Hein, dans Jason et les Argonautes, la dispute entre Héra et Zeus est une sorte de scène de vaudeville. Dans le néo-péplum aussi immortel, alors là cette fois le comique n'est apparemment pas volontaire, mais tout se passe comme s'il était très compliqué hein, d'éviter le kitsch avec le péplum en général et avec l'Assemblée des dieux en particulier. Alors je vous montre par exemple comment est représenté Poséidon.
Voilà. Hein, donc, et c'est assez... je sais pas comment ils ont pensé, mais en fait c'est des sortes de coquillages, j'ai cru comprendre que c'est des coquillages, hein, on dirait des sortes d'yeux de mouche. Hein, voilà. La série des Percy Jackson joue de manière plus consciente la carte de l'humour. C'est une sorte de Harry Potter à l'école des demi-dieux, hein, qui sont appelés les Half-Blood. Percy est un nouveau Persée, bien sûr, mais transposé dans le monde contemporain. Sa nature semi-divine lui est révélée au premier épisode, et il se retrouve dans une sorte de camp scout en pleine nature, avec beaucoup d'autres demi-dieux hein, qui doivent s'occuper de sauver le monde. À l'instar de Harry Potter, il dispose bien sûr d'un parchemin GPS, hein, les points à atteindre apparaissent tout d'un coup. Les sandales ailées deviennent des converses volantes. Et contre la méduse, le héros s'en sort non pas en regardant, dans le mythe, il regarde le reflet de son bouclier, hein, parce qu'il ne doit pas regarder dans les yeux de la méduse. Et là, bien sûr, il regarde dans son smartphone, voilà, pour réussir à tuer la méduse. Alors si je prends le traitement du cyclope, on a cette fois une tendance des monstres antiques à être toujours plus humains, hein, humains trop humains, voire ridicules. Alors je pense notamment au Ulyssée de Camerini, voilà, un péplum italien. Donc là je vais aller tout de suite... voilà. Alors hein, c'est Ulysse et ses compagnons qui arrivent dans la grotte. Et là, l'idée c'est, normalement dans le mythe, ils ont Ulysse a du vin, il faut boire du vin au cyclope. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais il n'a pas porté de vin. Et du coup, il en fait. Il en fait version à l'américaine, hein, très entrepreneuriale, c'est-à-dire hop, on appuie sur les raisins et tout de suite ça fait du vin. Et donc voilà, il y a un côté magique, hein, de fantaisie. Mais vous voyez bien qu'en fait, on n'est pas dans une horreur très inquiétante, hein, mais plutôt un esprit très aventureux et un monstre qui se fait berner très facilement. Vous voyez Perdiccas, voilà, qui est en fait très heureux de combattre le monstre. J'en étais voilà, à mon cyclope. Je vous montre aussi rapidement le cyclope de Disney. Hein. Alors là, on a c'est plutôt une sorte de sumo intellectuellement limité qui, vous allez voir, qui jongle avec Hercule. Là, il arrive, je vais vous mettre tout de suite de 15, voilà. Donc là, c'est Hadès, bien sûr. Et là, voilà, vous voyez que vous avez le sumo qui joue, hein, qui fait des jongles avec Hercule, voilà. Mais vous voyez qu'il a un côté complètement voilà, comique, débonnaire. Et on pourrait dire la même chose, dans le géant Thessalie, on a un gorille cyclope hein, qui apparaît aussi. Ou enfin, donc Xena la guerrière. Alors je vous le montre aussi, c'est assez intéressant. Donc Xena, hein, pour une fois, c'est une femme héroïne, hein, c'est peut-être pas pour rien que ça se trouve dans la télévision. Hein, alors même Buffy, on a une sorte de guerrière féministe hein, qui ne se laisse plus faire par les hommes du péplum, et surtout pas par le cyclope. Vous allez voir, le cyclope là, représente vraiment l'éternel masculin, un peu bêta, pato. Et voilà, on a Xena qui arrive. Alors là, c'est 13h45. Hop. Tu reconnais pas mon parfum? C'est toi. Tu avais pris depuis la dernière fois que je t'ai vu. Tu as plus de mal à attraper les gens pour les manger, hein? Depuis que tu as crevé mon allergie, c'est Xena qui a trouvé le jeu. Voilà. Alors, la bande dessinée fait elle aussi souvent un pas de côté par rapport au péplum fantastique. Hein, on peut dire que la série Astérix, finalement, c'est une sorte de péplum fantasy. Elle se déroule dans l'Antiquité, elle contient une part de merveilleux avec la potion magique, mais on se retrouve quand même hein, à l'extrême marge des deux genres, hein, du péplum et de la fantasy. Je pense aussi à Héraclès de Johann Sfar, où il s'agit de se moquer de l'héroïsme machiste, et la fantasy passe alors au deuxième plan. On peut le voir, voilà. Vous voyez, donc là, on a l'histoire de... donc je vous lis. Mon ami ne pense jamais à la mort. Hein, il est très occupé, donc on voit il est en train de battre des monstres. Hein, il pense seulement aux monstres et à l'amour.
Tout en bas, on a quelquefois, certaines nuits, quand il se couche, il pense un peu à la mort, mais en fait, ensuite il s'endort vite. Alors, vous voyez voilà, le caractère en parodie hein, de la vision héroïque. La série Tirésias, aussi de l'Autan de Rérossi, raconte sur un mode fantaisiste et comique la légende du devin Tirésias, qui a été transformé, vous savez peut-être, en femme hein, par Athéna. Alors là, j'ai pas parlé encore du fait que le péplum a souvent un caractère un peu érotique, donc je vais vous montrer une image avec une femme nue, c'est vendeur. Et donc, vous voyez, là, c'est Tirésias changé hein, en femme, et donc il se regarde, très content au début d'être changé en femme. C'était déjà le cas. Très bien. Alors je passe à... J'ai presque fini. C'était le cas déjà dans le péplum cinématographique. Hein. Et on voit bien ici combien la matière antique permet de redonner à la fantaisie non seulement un visage plus humain, mais aussi plus féminin, voire érotique. Je cite André-François Rulot, à propos du romancier Bernard Swan. La matière antique permet aussi dans la fantaisie de recréer une mentalité réellement pré-chrétienne, non encombrée de la notion du péché. Alors je conclus rapidement. Si l'époque contemporaine représente cette époque anti-magique que la fantaisie se propose de réenchanter, l'Antiquité y apparaît comme le double annonciateur, le seuil précurseur. Hein, il y a du surnaturel, du merveilleux dans le péplum, mais en sourdine, et toujours en passe d'être humanisé. Ce qui manque, en revanche, à la matière antique par rapport au monde contemporain, c'est une vision du mal absolu. Un mal pré-antique, Lovecraftien, ou post-antique, médiéval, gothique. La matière antique sert dès lors à représenter un mal domestiqué et ou domesticable. Elle permet de visiter les marges de la fantaisie, là où le surnaturel devient naturel ou presque. On est moins hein, dans l'effroi et l'enchantement que dans le sourire amusé, toujours à la limite de la parodie. Ce qui fait la faiblesse de la matière antique fait donc aussi sa force. Ce qui lui manque en termes d'elfes, de trolls, d'orques, de fées, de vampires, de magiciens, elle le gagne en termes de monstres ou de dieux plus humains, voire plus féminins ou érotiques. Je vous remercie. Malheureusement, la séance de questions va être un petit peu écourtée, mais on a le temps pour 3 questions, si vous voulez. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi j'avais une question, alors je ne suis pas du tout spécialiste hein, des péplums et de la fantaisie, hein, je dois confier que j'aime pas trop la fantaisie en fait. Mais j'ai le souvenir, vous avez cité Xena, princesse guerrière, je crois le titre. Et j'ai beaucoup regardé, étant plus jeune, j'avais une vie sociale assez pauvre, et je passais ça sur TF1. Et pour moi, Xena est c'est un spin-off d'Hercule, je crois, de la série Hercule, et c'est assez identifiable. Je crois qu'elle se bat contre Héra, il me semble. Je sais plus, je crois. C'est pas Héra. Ah, bref, en tout cas, c'est dans un contexte mythologique grec, c'est identifié. Puis j'ai le souvenir d'un épisode que j'avais vu où elle se retrouve crucifiée par l'armée de Jules César. Et du coup, ça m'avait assez marqué dans la manière en fait, de confronter un univers fantastique, mythologique, et puis un univers qui renvoie plus à l'histoire, c'est-à-dire au genre historique en fait. Je sais pas, j'ai pas vraiment de questions là-dessus, mais est-ce que ce rapport au genre historique lié à des faits réels, on va dire, comment vous le situez dans votre réflexion? Ah oui, c'est bon. Oui, alors c'est intéressant. D'une part, Xena, je connais assez mal, hein, mais je sais par ailleurs que voilà, généralement le rapport hein, bien sûr à l'histoire il est très lâche, hein, très fantaisiste, voilà, notamment dans Xena, dans le poème italien. On prend ses libertés avec l'histoire. Que dire de plus à ce niveau? Je dirais oui, après que c'est toute la question aussi de voilà, la fantaisie, à quel point elle peut être historique aussi peut-être. Hein, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je pense dernièrement, j'ai lu Gagner la guerre de Jaworski, et bon, c'est très clairement historique, c'est-à-dire on voit la mise en place hein, de tout un univers qui paraît très historique, hein, les cités italiennes, etc. Et on a très peu d'éléments finalement de fantaisie. Mais on en a quand même. On a hein, des histoires voilà,
des histoires de sorciers, etc. Et donc après, je suis pas assez spécialiste de la fantasy pour aller plus loin là-dedans, mais c'est clair que voilà, c'est clair que c'est une question intéressante. Qu'est-ce que rapport entre l'histoire et aussi dans le péplum, oui, entre par exemple l'histoire romaine, les mythes grecs, voilà, des fois ils mélangent. Oui, j'arriverai pas à vous en dire plus pour le moment. J'ai retrouvé la même sensation dans Pirates des Caraïbes, où on voit la cohabitation de monstres fantastiques, maritimes, il y a le Kraken justement, et puis en même temps la conquête des Indes par l'Empire britannique, et puis la cohabitation des deux, parce que du coup David Jones, qui est le monstre, devient associé d'un général de l'armée britannique pour cartographier les océans, etc. quoi. Et du coup, je trouvais ça intéressant la manière dont le fantastique peut servir de façon à documenter des faits historiques de manière un peu assumée comme ça. C'est vrai qu'en tout cas, une des défenses parfois de... Maintenant, on a presque plus besoin de légitimer tout ça, mais une des défenses pour la légitimation, par exemple, de la fantaisie, c'est aussi de dire que finalement, c'est une porte d'entrée à l'histoire, par exemple, médiévale, etc. Donc, évidemment... Ouais. Merci. Bonjour. Vu que vous avez mentionné Tolkien, Tolkien disait que la fantasy est une activité rationnelle selon lui. Dans son essai, on parlait de ça. Donc, quel pourrait être le rapport entre ce genre de fantasy et un peu la fantasy qu'il concevait Tolkien, je dis? Alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc je m'excuse d'emblée pour ceux qui sont vraiment des grands spécialistes de la fantasy. Mais donc déjà, on a cette opposition assez classique entre high fantasy, où là vraiment on arrive dans un nouveau monde extraordinaire, voilà, là c'est Tolkien. Est-ce que là c'est pas de la high fantasy, parce que c'est le monde de la mythologie grecque, parfois même un monde un peu historique, et puis tac, on met en plaque dessus des monstres, etc. Donc je dirais qu'il y a ce rapport-là. Enfin, d'un côté, on a une fantaisie légère où on voit très bien que, en tout cas pour la plupart du temps, les réalisateurs n'ont pas pris 5 ans à construire tout un univers, etc. Mais juste ils reprennent des mythes déjà connus, mais ils en font quand même de la fantaisie dans le sens où justement ils prennent leur liberté. Ils en font justement, c'est pas une adaptation de mythes, c'est quand même de la fantaisie parce que c'est fantaisiste. Et pour l'idée de la fantaisie qui pour lui serait rationnelle, en fait j'avoue que je ne connais pas assez pour comprendre exactement ce qu'il veut dire par là. Rationnel, en quel sens la fantaisie serait rationnelle? Parce que pour lui, la création fantastique doit toujours se baser sur la réalité. Pour donner une consistance intime de la réalité, je cite ce mot, dans le monde qu'il crée, qui devient fantastique, mais parce que le langage humain est fantastique. Donc c'est pour ça qu'il a défini une activité rationnelle, surtout parce qu'il est en contraste avec la conception de la fantasy qui s'y développe à la fin du 19e siècle. D'accord, très bien. Très bien, bah oui, complètement. Donc là, avec le péplum, on n'est clairement pas dans la fantaisie rationnelle, c'est-à-dire que c'est pas une fantaisie qui serait très documentée, qui serait fondée finalement sur un très fort réalisme, que ce soit le réalisme historique, de la documentation, la recréation de langue, d'un univers, ou on peut dire une sorte de réalisme immersif aussi, qui fait qu'on plonge dans un monde, on devient ami avec les personnages, etc. Là, voilà, on est plus proche d'un esprit de fête foraine, je dirais. En tout cas, avec le muscle opéra.